le futur. Ah, le futur! Qui n'a jamais rêvé d'aller dans le futur? Le futur, la science-fiction, c'est génial la science-fiction, l'homme vapeur, les créatures qui viennent du centre de la Terre, des petits bonshommes verts qui viennent nous menacer. Là, c'est génial, on adore le futur, encore plus de futur. L'an 2000, ah l'an 2000, c'est génial, on imaginait Paris traversé par des trémies d'autoroutes et des voitures volantes. C'est rigolo parce que bon, toujours les voitures volantes, on ne les a pas. Ce qui n'a pas changé pour le coup, c'est que nous, on croit encore que dans 20-30 ans, il y aura des innovations incroyables. Voilà, ça, c'est toujours d'actualité. Nous sommes designers, et nous les designers, on adore le futur. On passe notre temps à essayer de prédire le prochain futur, on veut le rendre le plus beau possible, le plus fluide, le plus simple à utiliser. Ça, c'est notre kiff, quoi. On vous concocte des voitures qui se déplacent tout seuls, on concocte des systèmes qui anticipe ce que vous avez envie de manger et qui commande à votre place et qui vous fait livrer là, dans la salle, là où vous êtes. C'est absolument génial. L'UX Design étudie les besoins, les comportements des futurs clientes et clients, et c'est de la prédiction, ni plus ni moins. On va faire un petit voyage dans le temps, parce qu'en fait on est là pour là, un petit flashback il y a 18 ans. En 2001, il y a deux designers, James Auger et Jimmy Loiseau, qui imaginent un concept de dents connectées qui s'installe très simplement, une simple visite chez votre dentiste. Ça vous permet de passer des appels tranquilles, comme ça, en toute discrétion. En toute discrétion, il faut vous tenir la mâchoire. Et ça marche super bien, ça fait le tour de la presse anglo-saxonne. Et à tel point que Times Magazine les contacte pour avoir le droit d'utilisation de leurs images. Et ça finit sur la une de Times comme les inventions les plus cool de 2002. Absolument extraordinaire. Il y a un petit truc en fait, c'est que cette invention, elle n'a jamais existé. Mais malgré tout ça, personne ne le savait. Quelques temps plus tard, les deux inventeurs reçoivent un message d'un médecin bienveillant, et je lis: en tant que biologiste, je crois que la technologie décrite dans votre communiqué de presse peut causer des dommages sociaux immenses comme des troubles psychologiques, des comportements agressifs, tant au travail qu'à la maison. Mais en fait, Loiseau et Auger n'avaient aucune ambition de commercialiser ce truc-là, en fait. Ce truc n'existait même pas du tout, c'est juste une vue 3D avec une petite animation 3D et c'est fini. Leur unique intention, c'était de provoquer un débat sur l'acceptabilité sociale des technologies invasives. C'était il y a 18 ans. Hein. Il y a 18 ans déjà, on se posait la question de s'il allait y avoir des technologies invasives. Est-ce qu'on a des technologies invasives ? Ce qu'ils voulaient, c'est que des gens se disent: est-ce que j'ai vraiment envie de ça dans ma bouche ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Vous venez d'assister à du design fiction. Incroyable. Nouveau créneau dans le design. On aime beaucoup ça, nous, le designer, le futur. Du coup, on le prédit. On utilise le design fiction pour, sous toutes les formes, mettre en scène des futurs et s'en servir pour repenser le présent et poser des questions et prendre les bons arbitrages pour le futur. Donc le design fiction prend plein de formes, donc des histoires, des objets, des lieux, parfois des pièces de théâtre, et on permet d'interroger nos usages et les enjeux stratégiques de la tech. Un petit autre pour la route. Ça, c'est le projet Mitigation of Shock du studio qui s'appelle Superflux, qui est en Angleterre. C'est un appartement. En fait, l'objet est un appartement qu'on peut visiter, qui projette son audience en 2050 à Londres, dans un Londres totalement effondré, où vous pouvez le constater, la moitié du salon est prise par des modules d'autoproduction de nourriture. Le tout avec un minimum de tech possible pour pouvoir mesurer les taux d'hygrométrie et tout. C'est très perturbant, ce genre de choses-là. Il y a pratiquement pas de tech là-dedans, mais au milieu des jeux d'enfants et des tasses de café, des trucs très très familiers, on retrouve des nouvelles du monde qui sont vraiment pas bonnes. Ce projet, il a pour avantage d'immerger les gens dans quelque chose de réel et d'expliquer des concepts qui sont très très difficiles pour nous à comprendre, comme le réchauffement climatique et ses conséquences. C'est comme ça qu'on utilise le design fiction. C'est moins sympa que la dent connectée, clairement. Le design fiction ouvre des futurs, il jette un œil critique. Mais alors, je vais vous donner une nouvelle, peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais vous aussi, vous êtes des designers spéculatifs. C'est pas très grave. Hein. On peut être des designers et des bonnes personnes. Ça n'est pas sale. Mais comment on fait ça, ouais. Non, c'est bon. C'est bon. Dans la tech, on passe notre temps à créer des futurs. On court après des gadgets technologiques, on adore ça, on accumule
On empile les technologies, les solutions, on se crée des téléphones qui se plient en deux, des algorithmes qui se mettent au service du bien-être des gens ou des États, selon. On ouvre plein de possibilités, on accumule les possibilités tout le temps. Par contre, on ne ferme, de futur, on n'en enferme quasiment jamais. Mais en fait, déjà, pourquoi fermer un futur ? Pourquoi on se priverait de possibilités alors qu'on aime, on est dans une ère de l'illimité, on aime accumuler tout à volo. Et en plus, comment on ferme un futur ? Je vais donner un exemple personnel de comment j'ai fermé un futur. Je me suis fait vacciner. J'ai fermé le futur dans lequel je mourrais bêtement du tétanos en m'étant cogné contre un clou rouillé. C'est aussi simple que ça. Mais vous aussi, vous l'avez déjà fait. Hein. Quand vous fermez, quand vous refusez des projets qui semblent complètement boiteux et qui vont mettre en difficulté votre équipe, votre entreprise ou vous-même, vous fermez des futurs. Le problème aujourd'hui, c'est que certains futurs sont en train de se fermer sans nous, sans qu'on l'ait décidé. C'est l'anthropocène, messieurs, dames. C'est une horreur. Donc nous sommes devenus une force géologique, nous les humains, qui change la Terre. Voilà, c'est notre nouvelle réalité. On ne peut pas faire autrement. On est raccord sur le fait que ça a commencé à peu près au niveau de l'ère pré-industrielle, donc révolution industrielle. Le seul souci, c'est qu'on avait légèrement oublié d'anticiper ça. La planète réagit dorénavant à notre action et il faut faire avec. Mais qu'est-ce que l'anthropocène a vraiment à voir avec le futur ? De quoi qu'elle nous parle ? C'est pour ça qu'on va prendre un petit coup d'Enterprise et puis on va aller voir ce que ça donne. Allez, futur. Wouh ! Le premier futur, c'est la Terre des objets connectés. Génial. 10 milliards d'humains, c'est la courbe naturelle qu'on estime depuis des années. Des objets connectés partout qui nous simplifient la vie. Le CO2 est entièrement capté parce qu'on a fini quand même par retenir des trucs. C'est absolument génial, la Smart City, le progrès technologique, comme moteur du progrès humain, encore et toujours. Il y a un problème. Hein. Le problème, c'est que ce futur, il est fermé. On n'aura jamais assez d'énergie pour alimenter tous les smart machins qu'on est en train de créer. On n'aura même pas suffisamment d'énergie pour l'extraction des minéraux et des métaux dont on a besoin pour faire tout ça. C'est une mauvaise nouvelle. Hein. Et ne me parlez vraiment pas de la fusion. C'est une super technologie qui verra peut-être le jour à la fin du siècle ou au début du siècle prochain. Là, globalement, ça se passe pas. Le seul truc qu'on a à faire avec ce futur, c'est d'en faire le deuil. Alors, je vois vos visages se fermer. Oh, désolé mes chatons. Ils sont sympas, les designers. Parce qu'en fait, tout c'est l'ironie de l'histoire. Hein, c'est que tout l'effort qu'on fait pour aller vers le futur de la Terre connectée nous amène vers un futur à 6 degrés. C'est ça, celui qui s'appelle Business as usual, du nom du scénario mis en place en 1972 par le Club de Rome, le rapport Meadows. C'est ce qui se passe si on ne change rien. Si on ne change rien, c'est la merde. Budget carbone complètement explosé, plus aucune énergie fossile, plus de photosynthèse possible sur 3/4 du globe, une mortalité incroyable. Bon, ce futur est déjà documenté, il est ouvert, il est grand ouvert, et on y va à une vitesse complètement folle. La question qu'il faut qu'on se pose maintenant, là, tout de suite, c'est dans quelle mesure aurons-nous le temps de le fermer ? Passe la tête dans un autre futur. Le problème du futur d'avant, en fait, c'est qu'on faisait rien. Donc là, on va faire quelque chose. En tout cas, on va laisser la possibilité à des gens qui ont envie de faire des trucs. Et là, dans ce futur, c'est les GAFAM. On va laisser le pouvoir aux GAFAM qui prennent les choses en main et qui améliorent quand même vachement la situation. Parce qu'on est encore 3 milliards d'humains en 2073. C'est beaucoup mieux déjà. Sauf que le petit X, c'est que c'est les GAFAM qui décident à votre place si vous avez le droit ou pas de faire des enfants, que dans les parties du monde qui ne sont pas des marchés économiques, globalement on laisse crever les gens, et que vous avez donné votre vie aux GAFAM, donc c'est eux qui décident. Il y a une sorte de job board, une gig economy complètement généralisée. Le problème, c'est que ce futur est carrément ouvert. Et que ces entreprises-là investissent lourdement dans les infrastructures, dans la connexion Internet, dans de la monnaie, et se mettent en capacité de se substituer à des États et des régulateurs qui vont faire défaut. Allez, on va laisser la main aux scientifiques, puisque c'est ça. Contrôle strict des ressources, invention technologique à l'appel, des lois bien contraignantes, on passe tous à la voiture électrique, des grandes bâches solaires, des stations marines pour retourner les courants marins et tout, c'est génial. Sauf qu'on le fait ça que dans les pays qui ont de la thune, parce que les pauvres, c'est vraiment... Oh non, ils sont chiants quand même. Et puis bon, dès qu'il y a une petite couille dans le potage et puis qu'il y a une petite bug comme ça, il y a une dizaine de milliers de personnes qui meurent, mais bon, vous voulez quoi, la fin du monde ou vous voulez vous sauver ? Le souci, c'est que ce futur-là, quoi qu'il arrive, il est fermé, parce qu'on n'aura même pas les ressources pour pouvoir créer toute la géo-ingénierie qui pourrait éventuellement nous sauver.
Ah, Le meilleur moyen de capter du carbone, c'est l'arbre. Génial. Donc dans ce futur-là, on plante des arbres. Et on en plante plein, partout. Sur n'importe quelle surface disponible, on crée des îles artificielles, on plante des arbres, c'est absolument génial. Et on arrive à rester sous les degrés 5. Génial! Sauf qu'en 2048, on se fait rattraper par d'autres limites planétaires. Il n'y a pas que le carbone. On n'a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de pétrole, il n'y a pas assez de métaux, on consomme beaucoup trop vite, on n'a pas fait de choix. Dans ce futur, on a continué de polluer comme des connards, mais on a essayé de masquer un peu notre truc en plantant des arbres. Le problème, c'est que ce futur, quelque part, il est un peu ouvert, et c'est même la stratégie privilégiée de la plupart des États, c'est-à-dire planter des arbres plutôt que faire des choix. c'est très bien dit. Quid d'un futur soutenable, mes amis? Franchement, arrêtons de parler de trucs négatifs. Et si on réussissait à décider collectivement de revégétaliser tous les espaces disponibles en ville, cultiver la nourriture localement, repenser la place de la voiture, favoriser d'autres modes de transport, tout réparer au lieu de jeter, lutter contre l'obsolescence programmée, les conséquences seraient géniales. On pourrait peut-être rester sous les 1,5 degrés, certes avec un quotidien un peu moins confortable, mais avec des existences plus simples. Alors forcément, les sushi bars et les trottinettes électriques, il n'y en a plus. Mais finalement, il va peut-être falloir faire s'effondrer notre confort personnel pour ne pas que la civilisation s'effondre. Ce futur est toujours ouvert. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, chaque seconde, chaque centimètre carré cube de permafrost qui fond nous éloigne de ce futur-là. La fenêtre de tir, elle est vraiment très, très, très réduite. Notre plus grand problème, c'est un peu nous-mêmes. Et une des nombreuses choses qui nous empêchent d'agir, c'est notre difficulté à prendre du recul, à prendre conscience des réalités. Ce que vous voyez sur les photos, là, c'est le résultat d'une matinée de plongée sous-marine par Sea Shepherd. J'ai vu des gens avec des t-shirts tout à l'heure. Big up, les gars. Et donc ça, une matinée de plongée, on récupère tout ça, des dizaines et je ne sais pas combien de trottinettes et de vélos et de trucs comme ça. Ça se fait quasiment tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends, on pêche ça, quoi. Et le problème ici, dans ce cas précis, c'est des startups, des modes qui sont dans une stratégie de la terre brûlée, qui n'ont aucun intérêt des conséquences environnementales, sociales de leur économie. Ils veulent juste saturer pour tuer les concurrents. Et au final, ils s'en foutent et c'est d'autres personnes qui récupèrent qui gèrent les pots cassés. Exactement. On manque de points de référence pour se rendre compte. La Terre est un système fermé et tout ce que nous produisons, extrayons, utilisons, jetons, se retrouve quelque part. Alors on fait de la valorisation de déchets, hein. On n'enfouit pas, on fait de la valorisation de déchets, mais globalement ce qui se passe c'est qu'on va commander dans d'autres coins du monde, le plus souvent en Chine, des milliards d'appareils dont on a demandé qu'ils soient un peu le plus pourris possible, non réparables, d'utilisation unique. Et donc ces produits arrivent jusqu'à nous et vous les utilisez un petit peu et ils repartent. Enfin, moi aussi, hein, je fais partie de tout ça. Et leur courte vie se termine quelque part dans des mains de personnes qui font cette chose-là. On ne voit pas les kilomètres carrés où finissent la folie de notre grandeur. On ne voit pas l'accumulation de petites choses qui semblent pourtant ne prendre pas beaucoup de place. Le seul problème dans notre société, en fait, telle qu'elle est conçue, c'est qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui trinque. Et on fait tout en sorte pour que ce ne soit jamais nous qui trinquons. On vous donne quelques conseils. Oui. Regardez ces documentaires d'Edward Burtynsky, Paysages manufacturés et Anthropocene, The Human Epoch, qui vient de sortir. Très beau. C'est très beau. On fait face à un gros nombre d'obstacles, en fait, qui nous empêchent de vraiment voir clair. Certains sont très bien documentés, sont très scientifiques, hein, voilà, les verrous sociotechniques, l'effet rebond, les boucles de rétroaction qui vont effacer les bénéfices du progrès et accélérer le changement climatique. On va pas, voilà, je vous invite à vous documenter si vous ne les connaissez pas, on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus. Par contre, il y a d'autres problèmes qui sont le fruit de nos cerveaux humains magnifiques, voilà, les biais cognitifs, super, le fait que notre privilège nous aveugle, qu'on a du mal à voir les différences sur un temps très long, sur un temps court aussi, notre mémoire est affectée par notre vécu, qu'on est très sensible à la dissonance cognitive, voilà, c'est quoi? Ah, merveilleux, c'est quoi la dissonance cognitive? C'est quand une injonction nous est envoyée en pleine figure sur un support qui lui-même, voilà, on ne comprend pas trop, c'est fantastique. Bon, vous allez nous dire, oui, bon alors, les low-tech décroissants, là, vous êtes tous les mêmes, vous voulez qu'on s'éclaire à la bougie, qu'on revienne au Moyen-Âge. C'est souvent l'objectif, c'est le truc qu'on nous dit, en fait. Mais en fait, pas du tout. Hein. Moi, je suis comme vous, déjà. Je bosse dans une start-up, je ne peux pas me passer d'Internet, j'ai un smartphone,
Une banque en ligne, je bénéficie de tout le confort moderne, c'est absolument super. Par contre, ce que je veux, comment dire, il y a des trucs que j'ai envie de conserver. Les IRM qui ont permis de détecter des maladies chez mes amis et les chimios qui ont permis de les sauver. Les pompes à insuline connectées qui permettent à d'autres d'avoir un confort de vie. Ça, j'ai envie de le conserver. Après, est-ce que j'ai envie d'avoir un frigo qui me permet d'envoyer des DM sur Twitter ou des trottinettes en libre service? Vous nous demanderez, mais comment ferme-t-on un futur? Qu'est-ce qu'on en fait de ces fous? Par où on commence, hein? Vous êtes bien rigolos tous les deux là, mais la question, on peut la retourner pour la rendre plus facile et on peut se dire, quel futur voulons-nous protéger? Quel est le projet de société ou les projets de société qui correspondent à ces futurs? Quels choix allons-nous faire dès maintenant? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour assurer que ce projet-là voit le jour? Le premier réflexe qu'on a eu, nous, c'était de balayer devant notre porte. Parce que c'est simple d'accuser les autres. Hein. Le design cache des externalisés derrière de belles choses. Le design est absolument complice de l'obsolescence programmée. On a inventé un truc absolument génial. C'est l'accroissement incrémental de la désirabilité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On vous projette dans des futurs, on vous ouvre, vous allez avoir le dernier iPhone, il vous projette vers un futur absolument désirable qui dit énormément de belles choses de vous. Sauf que l'itération d'après, quelques mois plus tard, on vous explique simplement que vous étiez sur une voie de garage, que en fait, le futur que vous avez embrassé, en fait, il n'a aucun avenir, et quelque part, vous aussi. T'as que 3 objectifs sur ton téléphone? Il en faut 4. Puis, rassurez-vous, il y en aura bientôt d'autres, des objectifs. Balayer devant la porte du design, c'est aussi, comme dit notre confrère Gauthier Rossi, c'est remettre à plat les bagages insoutenables. Quand vous avez des belles choses comme des vêtements à 3 €, en fait, il y a toujours quelque chose derrière. Et bien souvent, c'est politique. Et alors parfois, quand j'ai pas le moral, vous pouvez comprendre hein, que des fois on puisse avoir une petite baisse, j'ai envie de me barrer au fin fond d'une ferme, dans le Lozère. Mais des fois, je remonte toujours la pente, et je me projette. Je me disais, bon, moi, si les choses devaient tourner vraiment super mal, qu'à la fin je devais mourir, j'aimerais que dans mon dernier souffle, je puisse me dire que j'ai tenté tout ce que j'ai pu, à mon niveau, avec mes moyens. Et tenter. On vous met un peu de fluff. Là, c'est le moment où on arrête de vous mettre des claques et de vous faire des bisous, normalement. Donc voilà. Hein. En bon designer, il a bien fallu qu'on donne un petit logo à tout ça. Donc on a créé un think tank. Le think tank, il est là. Il est constitué des 2 individus que vous avez devant vous. C'est une grande opération, n'est-ce pas? Ouvert, bien sûr. Voilà, venez avec nous. On tente de rapprocher les personnes qui conçoivent des trucs, vous concevez des trucs, et qui souhaitent réfléchir à leur pratique. Notre objectif, c'est d'apporter de l'aide aux praticiennes et praticiens du design, et pas que. On voudrait ouvrir le design à tout ce qui l'entoure, mais aussi de faire en sorte d'équiper au mieux les personnes qui se questionnent pour vraiment faire muter en profondeur la profession sur le long terme. On essaie de créer des outils, on a déjà un espace de parole, déjà c'est bien. Un des outils qu'on a commencé à composer, on ne va pas vous le décrire là parce qu'on n'a pas le temps, ce qui est important, c'est les 3 piliers sur lesquels on a envie de faire reposer notre réflexion. Les nouveaux départs, les nouvelles postures et les nouvelles modalités d'action. Voilà, on va vous en parler un petit peu. Les nouveaux départs, c'est le sol sur lequel on va commencer à faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, même dans la tech, on est hors sol. On est au-delà des réalités physiques, thermodynamiques de notre Terre. On se permet de consommer plus que ce que la Terre peut nous apporter. Donc, les nouveaux départs, c'est dire, OK, bon, déjà, on va se remettre sur quelque chose de réel. Et on va prendre conscience pleinement des limites planétaires. La Terre est un système fini. On l'a toujours su, mais on l'a parfaitement ignoré. Et on ne peut pas dépasser ces limites. Donc un nouveau départ, c'est de prendre en compte cette réalité et se baser sur la science. On arrête de se baser sur nos avis un peu au doigt mouillé. Donc je vous invite vraiment à lire le rapport du GIEC, c'est vraiment la première chose à faire. Oui. Si vous pensez que c'est un petit peu indigeste, il existe le Summary for Policymakers, une sorte de résumé avec des images et des titres un peu plus gros, histoire que nos décideurs puissent le lire. Et si vous n'avez qu'un seul chapitre à lire à l'intérieur, c'est celui qui décrit le budget carbone qui nous reste à émettre. Au rythme actuel, il nous reste moins de 8 ans de carbone à émettre pour tenir les degrés 5. Au-delà de ces 8 ans, il faudra pendant des siècles n'émettre 0 carbone. 0. Bruno Latour, philosophe, sociologue. Ouais. Je vous invite à lire les travaux, nous propose de redevenir terrienne et terrien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est revenir à l'intérieur des limites planétaires et c'est donner un cadre et une échelle à ce qu'on fait.
il faut que derrière nos services et tous nos produits numériques, il y a une physicalité qui existe. Il y a une réalité qui est complètement invisible et qui a été rendue invisible notamment par le design. Le streaming vidéo est en passe de devenir un truc énorme. Netflix représente 15% des échanges de données aujourd'hui et en perpétuelle croissance, c'est pas possible. À minima, notre mission, c'est d'informer les gens, c'est de leur faire comprendre qu'est-ce qui se passe. 5 minutes de Netflix, c'est 5 rechargements de smartphone. Si on le sait pas, on ne peut pas prendre des décisions. Notre rôle à nous, adoptons le réflexe de représenter, de chiffrer cette physicalité en faisant systématiquement des analyses de cycle de vie, par exemple. Ça, c'est super important. Un autre point de départ qu'on doit prendre en compte, c'est que peut-être qu'on n'est pas raciste, vous et moi, mais ça ne veut pas dire que nos algorithmes ne le sont pas, hein, et qu'on peut l'être involontairement. Il existe un problème très insidieux au sein de la tech. Il arrive très souvent que les oppressions systémiques au sein de notre société soient reproduites dans nos services. C'est merveilleux. Tout simplement parce que la majorité d'entre nous, dans la tech, on a un privilège dû à notre couleur de peau, notre orientation sexuelle, notre position sociale, qui fait que on souffre des biais, on ne souffre pas des conséquences de ça, et ça nous empêche de détecter le problème. J'aime beaucoup cette phrase de la mathématicienne Katie O'Neill qui dit que les algorithmes sont des opinions incrustées dans le code. Super important. On aura encore des dizaines, des centaines d'exemples à vous donner, mais on va passer au second pilier qui sont les nouvelles postures de l'être. C'est des nouvelles postures qu'on vous propose d'adopter. La première chose, c'est d'adopter l'introspection, parce qu'en fait, ce qui est le plus immédiatement accessible et sur lequel on a une prise, le plus simplement une prise, c'est nous-mêmes. Et le changement, vous avez un pouvoir immédiat et le premier changement que vous allez pouvoir impulser, c'est celui qui va s'opérer en vous. De cette façon de penser, de voir le monde, de remettre sainement en question, sans être dur avec vous-même, oui. Mais commencez par vous-même. Après, il n'y a pas de solution simple. On entend souvent dire c'est la photo migrant, c'est la photo paille en plastique, c'est la photo SUV, c'est la photo capitalisme qu'il faut démanteler. Il faut faire honte aux gens qui prennent l'avion. Alors ça ne marche pas vraiment comme ça. Hein. On aime bien, on a des cerveaux qui aiment bien se raconter des histoires. Et dans les histoires, il y a des gentils et des méchants. Il y a un truc absolument génial, c'est qu'on ne veut absolument pas que les méchants soient nous. Alors, vous pensez que vous êtes les méchants ? Il y a une infinité de combats à mener, il y a une infinité de manières de mener ces combats et personne ne dessert la cause. Ne passez pas du temps à essayer de juger les causes des autres, on n'a vraiment plus le temps là. Il faut que dans 8 ans, on ait changé complètement le système. C'est dur aussi pour nous de se remettre en question, de dire « Ah, je suis en train d'essayer de juger quelqu'un, il dessert sa cause. » Non, il ne dessert pas sa cause, j'ai rien à dire là-dessus. Qu'il fasse son truc, c'est génial. Et moi, je fais un autre truc. Soyez des alliés des causes des autres. Ah, voilà, un autre problème qui nous embête et qu'il faut vraiment qu'on change, c'est notre vocabulaire, c'est notre manière d'utiliser le langage et la fameuse pensée magique, sauver la planète. Voilà, ça veut rien dire, ça donne quoi derrière ? Si on commence déjà à changer, parce que la planète, les ours polaires, le climat, c'est des notions qui sont bien trop éloignées de nous, hein. On ne comprend pas ça dans notre vie quotidienne, même avec des efforts, on n'est pas capable de se représenter ce que ça signifie, sauver la planète. Si on fait l'effort de mieux décrire et qu'on passe de sauver la planète à rester en dessous des 1,5 degrés, déjà, c'est plus clair. On a des bons indicateurs. Si on dit, nous, on veut faire en sorte que le Lyon reste habitable, ou Paris reste habitable d'ici 30 ans, et qu'on puisse encore y cultiver des choses, c'est tout de suite plus concret, et on peut prendre de bonnes décisions pour essayer d'y arriver. N'hésitez pas à partager vos histoires. Ça fait 2 ans qu'on tourne, qu'on fait pas mal de conftech et autres. Et finalement, il y a pas mal de gens qui viennent nous voir pour nous parler de leur histoire. Chacun a rencontré soit cette thématique, soit des effondrements personnels. Et le fait de raconter leur histoire a permis à d'autres d'avancer dans leurs propres difficultés. Donc, et si jamais vous êtes en difficulté, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment d'autres personnes qui rencontrent une sorte de sidération face à tout ça. We are legion. Pardon. Dernier pilier, c'est les nouvelles modalités d'action. Le principe derrière est assez simple, c'est qu'on ne va pas s'attaquer à des problématiques inédites avec les outils qui ont causé les problèmes d'avant. Soyez des modèles, en tout cas soyez les modèles que vous aurez rêvé d'avoir. On vous cite ça, c'est un guide de conversion du numérique par notre confrère Gauthier Rossi, qui documente son cheminement pour arriver à faire un site web qui consomme le moins d'énergie, ses recherches, ses travaux, ses calculs pour arriver à réduire le poids des assets et de tout ce qu'il faut pour que ça tienne sur absolument rien. Créer des précédents.
Autre question, c'est il faut peut-être questionner l'innovation. Un exemple un peu paradoxal, hein, est-ce qu'on veut vraiment allouer des ressources dont on a compris qu'elles étaient limitées pour créer ce genre de choses, des toilettes qui vous proposent une expérience immersive et sensorielle? Non, 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 ces toilettes ferment des futurs positifs, messieurs, dames. Non, c'est pas possible. Regardez ça. Un challenge innovation. Ça, c'est un pod ride. C'est un vélo avec un petit carénage et puis 4 roues électrifiées. C'est complètement génial. On peut aller partout avec. Regardez, le mec, il va faire un wheelie bientôt. C'est fantastique. Le seul problème, c'est que là-dedans, on ressemble à rien. Il faut qu'on arrive à passer du SUV au pod ride. Ça, c'est un sacré challenge quand même. Technique, design, communication, tous les métiers, enfin, nombre de métiers sont impliqués. Allons-y, faisons des pod rides. Regardez, c'est trop la classe. J'adore ce truc. C'est génial. Voilà. On vous parlait un petit peu de transdisciplinarité, enfin, on essaye en tout cas de dire que nous sommes dans des silos et nous apprenons uniquement ce qui nous ressemble et on reste avec des gens qui nous ressemblent, qui font les mêmes choses que nous. C'est intéressant d'aller voir des modules, par exemple, une de nos consoeurs qui est designer, Lila Ekaroglou, propose des petits MOOC en ligne, des petits trucs en ligne pour pouvoir, je sais pas moi, apprendre la pensée systémique. Ça peut vous aider, ça peut vous ouvrir à d'autres horizons, à sortir de votre silo et mettre de nouvelles cordes à votre arc pour des situations inédites, nouvelles compétences. Créer des outils et des outils libres. Ça, c'est un... Il est là. Il est là. C'est un outil qui a été fait par Richard Rana, qui est dans la salle et qui vient vous parler juste après, et Gauthier Roussy, qui permet d'estimer votre génération de pollution, la génération de pollution et de carbone par votre historique Internet. C'est parfois un peu gênant, on se rend compte que les vidéos de chat sur YouTube, c'est un peu consommateur, ça fait étrangement. Mal. Ça fait bien mal. Créer un précédent n'empêche, hein, voilà. Refaites pareil, reproduisez l'expérience. Je sais pas moi, pour vos projets, vos infrastructures, vos plateformes, aidez-nous à créer des matrices de calcul externalité, parce que nous, les designers, on est un peu nuls à ça. Bon. Bon, il y a plein de choses à faire. Ouais. On n'a plus des masses de temps, mais inspirez-vous de tout ça, repolitisez. Tout est politique. Si on vous dit qu'une question est simplement technique et pas politique, c'est faux. Tout est politique. Essayez de vous passer de smartphone. Moi, j'ai essayé pendant 4 mois. Je l'ai documenté d'ailleurs sur mon blog. C'est très intéressant. C'était très, très cool. Essayez d'être de bons ancêtres. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous allez laisser au monde puisse bénéficier au monde et pas être une sorte de bombe au retardement que vos enfants, vos petits-enfants vont devoir régler. Inspectez vos poubelles, apprenez à jardiner. Je sais pas moi. Voilà. Des petites pistes. Bon, et si ça suffisait pas? Ouais. Hein. Comment accepter de se tourner volontairement vers un mode de vie sobre quand on allait tranquillement vers l'horizon de l'universelle modernisation? Je vous laisse méditer cette phrase. On vous parlait de deuil tout à l'heure, mais c'est exactement ça en fait. On est en train de faire le deuil d'un monde auquel on n'accédera pas. On nous l'avait promis, ce monde. Voilà. On avait contribué à ce monde. Ouais. On a tous les éléments en main. On a les chiffres, les conférences, les appels au réveil collectif, les écrits, les outils. Maintenant, le plus important, c'est de nous rendre compte que nous devons utiliser ces données pour faire les meilleurs choix possibles, pour définir ce qui doit être préservé à l'échelle de chaque territoire et de les défendre, ces choses-là. On a moins de 8 ans de budget carbone. Comment allons-nous le dépenser ? Bon, en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. C'est même pas s'il y a en fait une vraie solution tout court. On fait face à une crise qui est hors de proportion. C'est le côté sidérant en fait. On ne fera pas disparaître tout le carbone qui a été émis comme ça. Il va falloir des siècles pour qu'il puisse être réellement abordé. Maintenant, il faut vivre avec cette nouvelle donne. Pardon. Et j'en reviens à la question du départ en fait. Je suis allée un peu trop vite. Il y en avait... Non, c'est bon. Si, c'est bon. Non, je pense que c'est ça. Hein. Je vous repose la question que je me pose déjà. Dans mon dernier souffle, moi, j'aimerais me dire que j'ai fait de mon mieux. Voilà. Alors faisons de notre mieux. Quelques petites lectures. C'est la slide à prendre en photo. Prenez-la en photo. On revient tous et toutes vous voir. C'est vos devoirs. Si vous lisez pas ces trucs, on vient vous mettre des claques. Je vois des gens qui prennent pas leur appareil photo. Non, mais levez tout là. Photo. C'est pas le moment où il faut sortir les klaxons, c'est le moment où il faut sortir les appareils photo. Voilà, exactement. Et ensuite, la slide d'après, vous pourrez nous faire un bon concert de klaxons. Merci beaucoup. On n'a malheureusement pas le temps pour des questions.
mais on peut se retrouver juste après, ou aller boire des coups à la fin du monde et le monde désirable qu'on va créer ensemble.